En décembre 2011, une collaboration de chercheurs de Google et Stanford annonce un résultat spectaculaire. Après avoir entraîné leur intelligence artificielle à extraire la sémantique de vignettes YouTube, ils ont découvert que cette IA a réinventé le concept de chat. De toutes les découvertes en IA, et il y en a eu énormément au cours de ces dernières années, même si elle est vieille, cette découverte du concept de chat par une IA est de loin celle que je trouve la plus incroyable. Oui, parce qu'en y réfléchissant bien, ça en dit beaucoup sur le potentiel des IA, mais aussi sur le fonctionnement du cerveau humain, et même sur la nature de la réalité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur une question d'apparence toute simple. Qu'est-ce qu'un chat? Si vous avez bien suivi cette série, vous devriez sentir venir le piège. En fait, dans l'épisode 6, on en avait déjà parlé. J'avais alors prétendu que les notions de chat, de souris ou de volonté du chat de manger la souris étaient toutes des notions extrêmement complexes, si complexes qu'il est humainement impossible de les définir. Alors, ça paraissait osé comme affirmation, donc je vous invite à la méditer un peu plus longuement. Comment définiriez-vous ce qu'est un chat ? Une approche récurrente chez les biologistes de l'évolution pourrait consister à s'appuyer sur l'arbre du vivant. On parle d'approche phylogénétique. Typiquement, on peut considérer un chat et affirmer que les parents de ce chat sont des chats, ainsi que les autres enfants de ses parents. Mieux, on peut considérer que tout ancêtre de ce chat est un chat et que tout descendant de cet ancêtre est aussi un chat. On obtient ainsi toute une branche du vivant qui correspond au concept de chat. Bien sûr, ce raisonnement sur les chats fonctionne aussi sur les éléphants, les papillons, les mammifères, les rats-aux-pneus ou nous autres humains. Et le gros problème avec ce raisonnement, c'est que si l'on accepte le fait que les parents d'un chat sont des chats, on conclut nécessairement que l'on peut remonter indéfiniment l'arbre du vivant jusqu'à ses origines. Sauf que non, puisqu'on sait aussi qu'il y a quelques milliards d'années, il n'y avait aucun animal sur Terre, et donc pas de chat. En fait, aussi étrange que cela puisse paraître, affirmer que les parents d'un chat sont tout autant des chats que leurs enfants est logiquement incohérent. Comme l'explique Dirty Biology, comme l'évolution d'un organisme est le fruit de petites modifications graduelles, il n'y a pas vraiment de début strict à une espèce. Pas de premier individu. En remontant notre généalogie jusqu'il y a 300 000 ans, on ne retrouvera pas de premier humain. On trouvera des gens qui avaient à la fois des caractéristiques de non-humains et d'humains. Bref, toute tentative pour définir le début de l'humanité est un problème insoluble, et si on voulait être radicalement logique, on devrait admettre que le concept d'humain n'a pas vraiment de sens réel, puisqu'on ne peut pas y trouver de début clairement définissable. Tout comme le tas de riz n'est pas un tas parce que le concept de tas n'existe pas en soi dans la nature, nous ne sommes pas humains parce que le concept d'humain est dans nos têtes, mais n'existe pas en soi dans la nature. La définition du concept d'humain est purement arbitraire, c'est une étiquette que nous nous sommes accolés, mais qui n'existe pas vraiment en dehors de nos esprits. Ça paraît osé comme conclusion quand même, non? Le concept de chat serait ainsi pire que faux, il serait logiquement incohérent, et du coup, a fortiori, il ne ferait référence à rien de réel. Alors, bien sûr, j'ai choisi de parler de chat pour ne pas heurter les mœurs, mais ça soulève d'autres questions similaires. Qu'en est-il de l'identité même du chat, ou de mon identité personnelle? A priori, le même argument semble tenir pour l'existence de les. Pourtant, clairement, au moins moi, j'existe. Non? L'idée que le moi n'existe pas a fait son chemin. L'un de ses défenseurs les plus connus est au XVIIIe siècle le philosophe écossais David Hume. La certitude absolue n'est pas que moi je suis, moi j'existe, comme le soutient Descartes, ego sum, ego existo, mais simplement il y a des perceptions. Et de là, Hume tire la conclusion finalement assez naturelle mais assez dérangeante que nous ne sommes rien d'autre que cela. Mais il faut bien noter que Hume n'est pas aussi radical que le Bouddha, il n'invite pas les hommes à viser un nirvana où nous serions enfin libérés de cette illusion du moi. J'avoue, il a pas l'air de viser le nirvana, ce bon David. Certes, ce que nous appelons moi n'est en fait qu'un faisceau de perception en perpétuel changement, sans unité, sans simplicité, sans permanence, donc pas du tout un moi finalement. Mais pour autant, nous n'avons peut-être pas tort de faire comme si il y avait une telle unité et de la désigner par ce mot moi. Cette unité est fictive, donc le moi est une fiction, mais c'est une fiction utile à toutes sortes de choses. Par exemple, utile à la survie de l'organisme ou utile à l'organisation sociale. Mais si les concepts de moi ou de chat n'existent pas, s'ils ne sont que des fictions, quel est ce concept de chat que l'IA de Google a su identifier? Avant de répondre à cette question, je me permets une petite note. Léo Thibault et moi avons pris des exemples de notions relativement simples pour vraiment bien illustrer la difficulté de fournir des définitions de concepts qui nous sont familiers. Mais bien sûr, ce que l'on dit là s'applique à toutes sortes de concepts. Comme le disait le logicien Bertrand Russell, tout est d'une vagueté dont on ne prend pas conscience tant qu'on n'essaie pas de rendre les choses précises.
Et j'irai même plus loin en affirmant que rendre précis des concepts aussi complexes que l'intelligence, la démocratie ou la notion de chat est une tâche si herculienne qu'aucun humain ne saura y parvenir. Dès lors, il y a deux façons de faire. Soit on choisit une définition rigoureuse qui ne collera pas complètement, voire pas du tout à l'intuition, soit on se contente de définitions floues et on tient compte de ce flou artistique dans nos discussions informelles. Dans cette série, jusque-là, pour parler des concepts difficiles du langage humain comme celui de chat, je me suis contenté de définitions floues. En fait, je n'ai même jamais défini le concept de chat, et ce n'est pas forcément problématique. Je pense que personne n'a été choqué par mon utilisation du mot chat, tout comme personne n'a été choqué par l'utilisation du mot structure par David. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va réussir une sacrée prouesse. Je vais enfin vous présenter une définition rigoureuse de ce qu'est un chat, même si cette définition ne coïncide pas entièrement avec notre intuition. Pour cela, revenons-en à l'IA de Google et Stanford. Intuitivement, pour qu'une IA puisse montrer qu'elle connaît et comprend le concept de chat, il faut et il suffit qu'elle puisse toujours, ou presque toujours disons, nous dire si telle ou telle chose est un chat. Ça commence à être pas mal. Reste que l'IA n'a pas accès directement à la chose. Elle ne peut analyser que des mesures indirectes de la chose, typiquement une photo de la chose. Et d'ailleurs, on peut rajouter que cette limitation des IA n'est pas du tout spécifique aux machines. Au final, quand on dit « ça c'est un chat », ce qu'on dit surtout, c'est que l'image que nos rétines enregistrent fait activer nos neurones d'une certaine manière pour nous amener à dire que les excitations des capteurs de nos rétines s'expliquent par la présence d'un chat. Alors certes, nos capteurs ne se résument pas uniquement à l'activation des neurones de nos rétines. Nous disposons de toutes sortes d'autres sens comme l'odorat, le toucher ou l'ouïe qui peuvent nous donner des sensations qui seront elles aussi compatibles avec l'existence d'un chat. Mais au final, toutes ces sensations, toutes ces mesures faites par nos sens, il ne s'agit ni plus ni moins de données qui, conformément à la théorie de l'information de Shannon, correspondent ni plus ni moins à une longue suite de 0 et de 1. Du coup, il semblerait que le concept de chat ne correspond à rien d'autre qu'une fonction qui prend en considération toutes sortes de données diverses et variées, visuelles, auditives, olfactives ou autres, et détermine si ces données révèlent la présence d'un chat. En tout cas, c'est clairement à cela que correspond le concept de chat de l'IA de Google et Stanford. Revenons-en à leur expérience. Ils ont donné à un réseau de neurones artificiels toutes sortes de vignettes YouTube à analyser. L'objectif du réseau de neurones fut d'extraire une sémantique de ces images, c'est-à-dire de calculer une compression grossière de chaque image en une poignée de concepts abstraits. D'un point de vue technique, il y a plusieurs façons de faire cela et comme vous pouvez l'imaginer, l'approche de Google et Stanford de 2011 a été largement surpassée depuis, notamment par les Generative Adversarial Networks ou GANs, dont on reparlera dans cette série. Mais ce n'est pas de cet aspect technique dont j'aimerais parler aujourd'hui. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA de Google et Stanford est un réseau de neurones composé de couches. Chaque neurone de la couche d'entrée est connecté à un espèce de capteur sensoriel qui va mesurer la luminosité d'un pixel de l'image. Chaque neurone effectue alors un petit calcul, puis en fonction du résultat du calcul, envoie ou non un signal aux neurones de la seconde couche. Chaque neurone de la seconde couche collecte des signaux de neurones de la première couche, effectue un petit calcul, puis envoie ou non un signal à la couche suivante, et ainsi de suite. Eh bien, ce qu'ont découvert les chercheurs de Google et Stanford, c'est que leur réseau de neurones disposait d'un neurone qui s'activait si et seulement si le réseau était exposé à une image contenant un chat. Alors, ce n'était pas exactement un si et seulement si, mais le taux de succès était de 75%, ce qui, pour 2011, était vraiment impressionnant. Aujourd'hui, on fait bien sûr beaucoup mieux. Dès lors, le concept de chat pour le réseau de neurones correspond à l'enchevêtrement des connexions neuronales qui conduisent à l'activation ou non du neurone chat. Cette sous-partie du réseau de neurones correspond alors à une fonction qui prend en compte une donnée et détermine si ces données correspondent au concept de chat. Eh bien, on peut considérer qu'il s'agit tout simplement là de la première définition rigoureuse du mot chat que l'humanité ait su rendre explicite. Et bien sûr, les réseaux de neurones plus récents correspondent à des définitions rigoureuses encore plus justes du concept de chat. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je parle d'un réseau de neurones comme étant une définition. Et en effet, ce n'est pas usuel. Mais c'est pourtant bien le cas. Pour le comprendre, il suffit de jeter un œil au code source de ce réseau de neurones. Ce code source contient toutes les instructions à suivre pour déterminer si une image est une image de chat ou pas. En suivant pas à pas ces instructions, on obtient ainsi un mécanisme qui va nous permettre de conclure si une image est une image de chat. En langage algorithmique, la définition d'un concept n'est donc autre qu'une fonction calculable qui prend des données sensorielles et conclut si elles correspondent au concept ou non. Alors bien sûr, si suivre les instructions du réseau de neurones est possible en principe, la définition qu'on obtient est loin d'être exploitable, surtout par un humain.
En particulier, un mathématicien va avoir bien du mal à prouver quoi que ce soit avec cette définition. Reste que c'est quand même fou quand vous y réfléchissez. Il nous a fallu faire du deep learning pour enfin écrire des définitions rigoureuses du concept de chat. Ceci étant dit, en un sens, il existait déjà dans notre univers des définitions du concept de chat. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, je parle de vos cerveaux. Vos cerveaux ne sont finalement pas si différents des réseaux de neurones dont on a parlé aujourd'hui. Ils analysent des données sensorielles pour déterminer la présence ou l'absence de chat. La structure de vos cortex cérébraux correspond donc en un sens à des définitions du concept de chat. Mieux encore, les neurosciences ont montré la présence dans nos cerveaux de neurones qui reconnaissent le concept de chat. Ces neurones chat vont s'activer si et seulement si nos données sensorielles ont provoqué un torrent d'activation neuronale qui force l'activation des neurones chat. Ainsi, la définition de ce qu'est un chat selon un humain donné ne sera autre que la fonction que calcule l'enchevêtrement des neurones du cerveau de l'humain qui conduisent à l'activation ou non de certains neurones chat de l'humain. D'ailleurs, les neuroscientifiques ne se sont pas arrêtés au concept de chat, comme l'explique Stéphane sur Homo fabulus. Une zone du cerveau qu'on appelle le lobe temporal médian et qui se trouve à peu près là, sur le côté du cerveau, derrière l'oreille. Les chercheurs trouvent un neurone qui réagit tout le temps aux images de Jennifer Aniston. Vous lui présentez une image de Bill Clinton, pas de réaction, une image d'araignée, pas de réaction, une image de la Tour Eiffel, pas de réaction. Peu importe que Jennifer Aniston soit en train de sourire, de pleurer ou en train de griller des chamallows devant un feu de camp, le neurone s'excite. Peu importe que Jennifer Aniston soit présentée en gros plan, en plan large, en plongée, en contre-plongée, le neurone s'excite. Donc c'est comme si le neurone nous disait « Peu importe la façon dont tu me présentes Jennifer Aniston, tant que je reconnais que c'est Jennifer Aniston, je m'excite ». Et doublement plus intéressant, le neurone ne réagit pas qu'à des images de Jennifer Aniston, il réagit aussi au nom Jennifer Aniston écrit sur un écran, et il réagit aussi au nom Jennifer Aniston prononcé à voix haute. Donc ça montre que ce n'est pas un neurone qui réagit à des stimuli visuels spécifiquement, c'est un neurone qui est bien plus général que ça, c'est un neurone qui réagit au concept de Jennifer Aniston. Donc, si je récapitule, selon le formalisme qu'on a étudié aujourd'hui, un chat n'est autre que l'activation d'un certain neurone dû à un torrent de signaux initiés par certaines données sensorielles. Et le concept de chat n'est autre que la complexe connexion des neurones qui vont des données sensorielles aux neurones chat. Mais surtout, à moins que la fonction ainsi calculée par les réseaux de neurones, artificiels ou naturels, ne soit grandement compressible, il y a de bonnes chances qu'il s'agisse là de la fonction la plus simple que l'on puisse proposer au concept de chat. Or, ces réseaux de neurones sont tout sauf simples. Du coup, toute définition rigoureuse du mot chat, qui soit raisonnablement juste, a de bonnes chances de faire au moins des millions de pages. Voilà pourquoi j'ai parié sans flipper que vous ne saurez pas fournir de définition de chat avec laquelle on sera tous d'accord. À moins de copier-coller le code du réseau de neurones de Google et Stanford ou d'une autre IA de ce genre. Avant de passer aux commentaires, je vous rappelle qu'il y aura un YouTube Live mercredi à 17 h pour la conférence de Thibaut Giraud. Et d'ailleurs, si vous êtes à Lausanne ou près de Lausanne, je vous invite à venir assister à la conférence en direct, enfin en live dans la salle, à l'EPFL. Et pour cela, il faut vous inscrire, l'inscription est obligatoire. Et venez nombreux. Si cet événement marche très bien, ça va me permettre d'organiser d'autres événements de ce genre et faire venir d'autres grands vulgarisateurs à l'EPFL. La dernière fois, on a parlé de l'algèbre de la sémantique, et notamment de cette équation assez perturbante roi moins homme plus femme est égal à reine. Et Étienne Dino nous demande comment, du coup, si on prend des mots de langue étrangère comme queen à la place de reine, quelle est la relation avec le vecteur reine. En fait, comme je l'avais expliqué dans l'épisode 21, il y a une relation entre l'espace de sémantique en français et la relation de sémantique en anglais. Et cette relation est ce qu'on appelle une isométrie, c'est-à-dire une application linéaire entre l'espace de sémantique anglais et l'espace de sémantique français qui préserve notamment le produit scalaire. Et ça veut dire en particulier que l'addition est préservée à travers cette transformation. C'est pour ça que si on traduit mot à mot, eh bien on a encore l'égalité dans l'espace sémantique en anglais. En fait, originalement, bien sûr, les papiers de recherche étant écrits en anglais, cette relation était en fait en anglais. On avait en fait king minus man plus woman est égal à queen. Ceci étant dit, le fait que ce soit une isométrie, en particulier le produit scalaire, soit d'une certaine manière conservé après cette transformation, ça signifie qu'il y a une ressemblance encore plus forte entre les deux espaces de sémantique. Et ça me permet de rebondir sur la question de Kamikaze qui demande que représente notamment la norme des vecteurs. Eh bien, la norme d'un vecteur, c'est sa ressemblance avec lui-même déjà, c'est-à-dire que l'angle entre l'un et l'autre est égal à 0, c'est-à-dire que les mots sont identiques. Donc, je rappelle que l'angle mesure la ressemblance sémantique entre les mots, mais ensuite la taille des vecteurs représente également quelque chose de particulier, puisqu'il s'agit en fait plus ou
moins de la fréquence du mot. Un mot qui a une grande norme, c'est un mot qui est souvent utilisé dans la langue en question. Et du coup, le fait qu'on cherche une isométrie entre les deux espaces de sémantique en anglais et en français signifie aussi qu'on cherche à préserver l'importance des mots dans la langue, à quel point ils sont utilisés, ainsi que la ressemblance entre différents mots. Kamikaze nous demande comment sont traités les mots flous. J'irai même un peu plus loin avec notamment les problèmes d'homonymie, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui s'écrivent pareil et qui ont des sens différents. Et bien dans ce cas, Word2Vec considérera que la représentation vectorielle du mot sera en fait une certaine moyenne pondérée des différents sens possibles des mots, pondérée par l'importance d'utilisation des mots. Par exemple, si je considère le mot chat, eh bien la plupart du temps ça correspond à l'animal, mais peut-être que de temps en temps ça correspond à un jeu comme chat perché ou je sais pas trop quoi. Et dans ce cas, de temps en temps, ce mot chat va être utilisé dans un autre sens. Sauf que bien sûr, la plupart du temps, le mot chat renvoie plutôt à l'animal. Du coup, la représentation vectorielle du mot chat sera une moyenne entre le vecteur animal, le chat animal, et le vecteur chat dans un jeu. Mais comme le mot chat dans le sens animal est plus souvent utilisé, la représentation vectorielle du mot chat sera beaucoup plus proche du chat animal. En fait, on peut utiliser des techniques un peu plus sophistiquées pour essayer de distinguer les deux sens du mot chat, pour savoir en fait dans un contexte donné si ça correspond plus probablement au mot chat animal ou au mot chat perché. Auquel cas, même si la représentation vectorielle du mot chat strictement parlé est dans une certaine direction, si on le regarde dans un contexte donné, on saura si c'est plutôt dans ce sens ou dans ce sens. Poulpox et Endymion Radamanta posent la question de la dimension de l'espace de sémantique. On a vu la dernière fois que souvent on considère des espaces de sémantique de dimension environ 300 typiquement, et ça veut bien dire, comme il l'explique, que d'une certaine manière il y a une base de la sémantique qui est un ensemble de 300 vecteurs, et en gros tout autre vecteur est une composition, une combinaison linéaire pour être précis, de ces 3 vecteurs de base. Et c'est assez amusant de se dire que du coup en fait à partir de 300 notions fondamentales, on peut d'une certaine manière construire toutes les autres notions de la sémantique. Alors bien sûr c'est pas forcément juste ça, typiquement si on est en mathématiques on aime créer des concepts qui sont pas dans le langage courant, et du coup il faut d'une certaine manière augmenter l'espace de sémantique pour pouvoir discuter de d'autres concepts, et ça va suggérer vraiment l'idée que cet espace de sémantique en pratique en fait il faudrait qu'il soit en plus dynamique, et que d'une certaine manière lorsqu'on construit Word2Vec on a juste une première étape, une première approximation d'un espace de sémantique qui serait potentiellement beaucoup plus complexe que cela. En tout cas si je devais parier, je dirais que la recherche en intelligence artificielle devra s'équiper d'espaces de sémantique dynamiques potentiellement variables, mais bon tout ça c'est au niveau de la recherche non pas seulement actuelle mais à venir, et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de découvertes à venir dans cette recherche en intelligence artificielle. Vincent Bly réagit sans doute, j'imagine, à l'image de la femme qui a été inventée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Du coup, il imagine peut-être des IA qui sont en train de fantasmer. Alors, il faut savoir que l'IA qui a produit cette image a été entraînée uniquement sur des images de stars de cinéma. Du coup, forcément, les images qui sont générées sont représentatives des stars de cinéma et pas forcément de la population globale. Mais je utilise cette question pour rebondir sur un autre truc, un papier récent qui date de 2018, je crois, qui parle d'une IA qui est capable de jouer à des jeux vidéo et de fantasmer sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'après avoir joué un petit peu aux jeux vidéo, elle est capable de se reconstituer une représentation simplifiée du jeu auquel elle joue, et en rêvant, du coup, elle est capable de jouer la version qu'elle imagine du jeu. Donc en fait, elle a un peu une simulation du jeu à l'intérieur d'elle-même, et elle joue à cette simulation du jeu pour pouvoir s'améliorer et se préparer au moment où elle jouera vraiment au jeu. Et c'est assez amusant, et déjà c'est complètement fascinant, c'est complètement fou comme façon de réfléchir, et c'est sans doute très lié à la manière dont on apprend vraiment à jouer aux jeux vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous avez des jeux, notamment sur téléphone, auxquels vous êtes un petit peu addict, mais sans doute quand vous rêvez, du coup, vous rêvez parfois en train de jouer à ces jeux. Et je pense que de façon plus générale, c'est comme ça vraiment qu'on apprend bien. C'est-à-dire que, typiquement, en maths, pour pouvoir devenir bon en maths, je pense qu'il faut être capable d'une certaine manière, d'avoir une certaine représentation abstraite, simplifiée des mathématiques, et de s'imaginer, de rêver, être en train de jouer à ces jeux, parce que ça permet justement de trouver des liens et de simplifier les calculs, notamment de trouver des heuristiques, pour faire référence à la conférence que j'avais donnée il y a quelques semaines à l'EPFL. Notamment si on a une version simulée du jeu, on peut faire plein de calculs approchés pour essayer de trouver des bonnes heuristiques pour résoudre les problèmes dans le jeu ou dans les mathématiques,
pour qu'ensuite, lorsqu'on soit confronté à un autre problème mathématique ou au jeu en vrai contre un nouveau joueur, on soit armé de toutes sortes d'heuristiques qui sont capables de réagir à toutes sortes de problèmes que l'on rencontre en temps réel. Et ensuite, lorsqu'on résout rapidement du coup ces problèmes, parce qu'on dispose des heuristiques qui ont été entraînées grâce à la version simulée, on paraîtra surhumain ou très intelligent et tout ça. Mais en fait, finalement, notamment les facultés en mathématiques correspondent sans doute pas mal à cet entraînement que l'on a inconscient lors de nos rêves face à des problèmes mathématiques simulés et qui nous permettent ensuite de donner l'impression qu'on est en fait très fort en maths, alors qu'en fait c'est juste beaucoup de travail inconscient qui est derrière tout ce génie supposé en mathématiques. Enfin, SVEI ou SVEI, je ne sais pas comment il faut prononcer, nous signale qu'en fait Word2Vec a aussi fait plein d'associations assez étranges. J'ai longtemps, je vous renvoie vers ce billet de blog qui parle d'autres additions formées par Word2Vec qui sont assez étonnantes ou discutables, on va dire, mais en tout cas voilà, c'est l'espace de sémantique qui a été appris par l'intelligence artificielle suite à son analyse du langage naturel. Et l'un des calculs un peu troublants, un peu dérangeants qu'a découvert Word2Vec est le calcul médecin moins homme plus femme est égal à infirmière. Bien sûr, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on aimerait, ou ce qu'on voudrait en tout cas que ça soit comme calcul, mais il faut bien se rendre compte qu'il s'agit là d'un calcul, d'une relation entre ces différents vecteurs qui a été déduite d'une analyse du langage naturel. C'est-à-dire que la manière finalement dont on utilise le mot infirmière, en pratique, malheureusement, j'ai envie de dire, ça correspond à l'équivalent de l'utilisation du mot médecin lorsqu'il s'agit d'une femme. C'est très dérangeant et c'est pas forcément souhaitable, mais encore une fois, c'est vraiment une analyse sémantique du langage naturel et ça veut dire aussi qu'un enfant qui apprend le langage naturel en écoutant ses parents parler ou en lisant des journaux ou je sais pas trop quoi, arrivera à ce genre de conclusion et du coup aura des biais inconscients sur ses opportunités plus tard notamment. Et ça montre vraiment comment le langage structure notre pensée et comment l'utilisation de certains mots dans certains contextes peuvent nous amener à avoir des biais inconscients sur notamment des biais de genre, puisque clairement ces biais de genre ne sont pas du coup tout spécifiques à l'humain. Et alors tout ça c'est très problématique pour l'humain parce qu'en plus l'humain est très difficile à corriger, mais peut-être que les IA, elles, on peut les corriger d'une certaine manière et les amener à penser à des trucs qui sont plus désirables malgré, j'ai envie de dire, les données auxquelles on les expose. Et c'est toute la problématique de façon plus générale de programmer la morale des IA. Et c'est ce dont on va parler dans les épisodes à venir en montrant qu'il s'agit d'un problème de société absolument crucial et qui va peut-être même déterminer le futur de nos civilisations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo conclut donc cette mini-série à l'intérieur de cette série sur l'IA, sur la sémantique. On a quand même vu des trucs incroyables au cours des 4 dernières vidéos. Mais la prochaine fois, on va passer à un truc un petit peu différent puisque, comme vous le sentez venir avec ces vidéos, on sent qu'en fait les IA ont énormément progressé et finalement ont beaucoup de choses à nous apprendre, voire vont nous aider de plus en plus à organiser nos sociétés. En tout cas, elles sont déjà en train de complètement bouleverser la manière dont nos sociétés sont structurées. Et à partir de la vidéo précédente, on revient sur des trucs beaucoup plus compréhensibles, puisqu'on va parler du rôle des IA dans nos sociétés et des changements sociétaux à venir à cause des IA et de tout ce que ça remet en cause dans la structure de nos sociétés. En particulier, la prochaine fois, on parlera de la singularité. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Sans doute est-il plus raisonnable de faire avec ce moi fictif mais utile, tout en gardant dans un coin de sa tête cette petite idée dérangeante, obsédante, presque inconcevable et pourtant irréfutable, qu'en réalité, non, tu n'existes pas, tu n'es qu'un flux de perception sans aucune unité. Est-ce que le neurone Jennifer Aniston est fidèle à Jennifer Aniston? Est-ce qu'il ne réagit que pour les images de Jennifer Aniston? La réponse est non, la plupart des neurones testés réagissent à plus d'un concept. Par exemple, le neurone Jennifer Aniston réagissait également au concept de Lisa Kudrow, qui est une autre actrice de la série Friends. Ou le neurone qui réagissait au concept de Luke Skywalker réagissait également au concept de Yoda. Le neurone de la tour Eiffel réagissait également au concept de la tour de Pise. Or, réagir à des concepts qui sont liés, c'est une propriété intéressante parce qu'on peut imaginer que ça aide à créer des liens entre les différents concepts.